Françoise a soutenu récemment une thèse passionnante dont je n'ai pas le titre sous les yeux, mais vous allez la trouver, elle est en ligne, en tout cas le titre. Françoise, qui est enseignante en lycée, qui, je vous le disais, a soutenu vraiment une très, très, très belle thèse, va nous présenter un peu sa réflexion sur le vidéo-poème à la conquête de la classe. Donc, on continue dans nos pratiques un peu françaises encore, à la découverte des possibles didactiques et des possibles de la classe. Merci beaucoup pour l'invitation à ce colloque, que je suis très, très honorée de participer. J'aurai certainement une approche moins technique et plus de professeur de terrain puisque j'enseigne au lycée et je suis formatrice. Je vais me demander comment le genre littéraire numérique du vidéopoème peut-il trouver une place reconnue en France comme objet d'analyse, mais aussi comme objet de pratique créative dans les cours de lettres du secondaire. Nous chercherons à distinguer les avancées de l'intégration des vidéopoèmes dans le paysage littéraire de l'éducation nationale, mais aussi les points de fragilité qui freinent leur insertion dans les corpus scolaires. Sur quels aspects nos efforts d'enseignants et de chercheurs réunis pourraient porter pour valoriser ce nouvel objet poétique? D'abord, on peut se féliciter de l'émergence de plus en plus officielle du genre, en envisageant la Fédération des artistes autour de François Bon et des premières rencontres de la littérature l'année dernière, soutenues par le travail de conceptualisation des universitaires, parmi lesquels Gilles Bonnet, et enfin les projets de répertoire tels que l'Iframun. On trouve également en ligne un site associé à ce groupe constitué l'an dernier qui se propose de répertorier toutes les chaînes relevant de la littérature. Le 30 juin prochain, à la Maison de la Poésie, aura lieu une rencontre intitulée « Qu'est-ce que la littérature ?» dans le cadre du lancement d'un livre écrit par Gilles Bonnet, Erika Fulop et Gaël Théval. Cette rencontre, profitons-en, faisons-en la publicité, va rassembler ces universitaires et des artistes comme Gracia Bejani, Gwen Denieux, Charles Penquin, Mylène Tournier. Ce type d'événement permet de visibiliser le genre, de fédérer un groupe d'artistes. C'est à mon avis le premier étage de la fusée pédagogique vidéo-poème, le moteur indispensable à l'assise d'une littérarité rassurante autour de corpus définis, légitimés par la recherche, un public d'abonnés, face à des collègues enseignants parfois encore dubitatifs et un modèle économique éditorial qui se cherche. Un cadre quelque peu institutionnalisé, légitimé par un regard universitaire, peut favoriser l'insertion de cette forme dans le paysage scolaire. Ensuite, les expérimentations pédagogiques prennent différentes directions qui se combinent parfois. L'étude des vidéopoèmes en classe suppose des ponts possibles avec des objets d'étude du programme. Ainsi, Dire l'amour au collège en classe de 4e, les Je t'aime comme de Mylène Tournier semble bien assorti. On peut associer des poèmes plus traditionnels à des œuvres de littérature. La posture mélancolique d'Anne Math ou celle de Gracia Bejani peuvent venir en contrepoint du romantisme du 19e. La silhouette d'Anne Math se profilant en haut de sa tour, regardant le paysage de Saïgon, n'est pas sans faire penser au fameux promeneur face à une mer de nuages de Friedrich, que l'on voit souvent étudié comme emblème du romantisme en classe de seconde notamment. François Bon se fait même historien littéraire, ses vidéos poétiques à la recherche de Rabelais ou de Lovecraft un peu partout, comme aux arrêts de bus de Providence, en témoignent. La littérature n'est donc pas une bulle isolée du reste de la littérature. Il est vrai que parfois on la représente à part. Il y aurait des auteurs numériques, des universitaires spécialisés dans la littérature numérique, des didacticiens spécialisés dans la didactique du numérique, comme si cette culture était nettement séparée du reste, ce qui peut parfois encourager certains collègues à la voir comme un objet expérimental, marginalisé, qui serait fait pour les gens que ça intéresse, une culture de niche.
il peut donc apparaître bénéfique de faire apparaître les intertextualités multimodales, de les mettre en valeur. Passer de Pérec à Mylène Tournier n'est pas une rupture, mais une continuité. Les vidéopoèmes peuvent alors être insérés dans une séquence comme ce que Brigitte Louichon appelle des objets sémiotiques secondaires. Certains vidéopoèmes présentent ce que la chercheuse identifie comme des allusions à un patrimoine littéraire. C'est le cas d'Anne Matt, qui, dans certaines de ses vidéos, insère des références à Marguerite Duras, liées comme lui à Saïgon. En formation de professeur, j'ai vu une collègue réagir justement à l'une de ses œuvres que je projetais, parce que justement, elle pourrait la montrer à ses élèves dans le cadre de l'étude d'un barrage contre le Pacifique. Ce n'était pas forcément Anne Matt qui l'intéressait directement, mais Marguerite Duras dans Anne Matt. Pourquoi pas? Si la forme vidéo-poème peut être considérée dans ce cas par certains collègues comme une façon de favoriser aux yeux des élèves la lecture actualisante d'une œuvre considérée par l'institution comme plus patrimoniale, il n'y a aucun déshonneur. Et c'est une piste, après tout, pour que ces nouvelles formes se faufilent dans des pratiques rendues plus rigides avec le bac français nouvelle formule. En effet, les nouveaux programmes de lycée imposent plus que jamais l'idée d'un canon unifié à l'échelle nationale pour le cadre du bac français, ce qui ne simplifie pas a priori l'intégration des vidéopoèmes. Mais justement, lorsqu'ils sont présentés aux élèves, ils apparaissent comme une fenêtre créative et cette lourdeur des programmes rend à contrario plus attractif l'accès à ces formats. On pourrait presque s'en réjouir. L'étude des vidéopoèmes en classe doit aussi s'appuyer sur des méthodes plus accessibles, mieux définies, des repères conceptuels à consolider pour l'analyse. Bon, ça tombe bien, on vient juste d'en parler. Bon, par exemple, quelle est la place du texte dans ces œuvres? C'est une question que posent aussi les collègues. Un nouvel ouvrage qui vient de paraître dirigé par Pascal Mougin, il y a un design particulier du texte dans le vidéopoème. De nombreux vidéopoèmes sont par exemple souvent hantés par les signes écrits de la ville, panneaux, graffitis, enseignes, publicités. Parfois s'affichent à l'écran des phrases alors que ce ne sont pas celles qui sont entendues simultanément dans la bande-son. Parfois, le texte colle à l'image, parfois, il crée des effets de surprise. Les liens texte-image peuvent faire l'objet d'analyses passionnantes. Je pense aussi au travail d'Alexandra Sommer qui a travaillé sur les procédés rhétoriques propres à la page écran. Et bien sûr, les images en elles-mêmes sont en soi des supports d'analyse. Peut-on faire d'un vidéopoème un commentaire linéaire? Il est clair que les grilles d'analyse scolaire des textes poétiques qui restent assez figées ne sont pas adaptées à la grande diversité des formes de la littérature. C'est encore un problème pour beaucoup d'enseignants. Pour les élèves, choisir de parler d'une série de vidéopoèmes en tant que lecture cursive lors d'un entretien le jour du bac peut sembler risqué, puisqu'ils ne peuvent pas feuilleter un livre sur place. Même s'il existe des versions papier de certains vidéopoèmes, comme le recueil « Je t'aime comme » de Mylène Tournier, il ne s'agit plus vraiment de la même œuvre. J'ai déjà essayé pour ma part de contourner le problème en joignant un descriptif précis d'œuvres vidéo ou numériques interactives que j'ai osé présenter pour mes élèves de première à l'oral du bac. Un tableau à 2 entrées décrivait d'une part ce qui se passe à l'image, avec des copies d'écran, et d'autre part, les paroles de l'œuvre orale ou écrite. Cela n'est pas forcément très concluant, puisque ni l'élève ni l'examinateur en situation d'examen ne peuvent avoir accès à un écran pendant l'épreuve elle-même. La lecture est alors comme déconnectée de l'œuvre. Il y a une réelle inadaptation de l'épreuve à ces nouveaux formats qui engendrent de la frustration. Dans les faits, des élèves ont tout de même été interrogés sur ces œuvres. Alors, la première année où j'ai tenté de mettre sur un descriptif de bac une œuvre numérique,
L'examinateur avait, comme par hasard, attribué l'explication de l'œuvre numérique au seul élève de la classe qui n'avait aucun texte sur lui et venait visiblement à l'examen les mains dans les poches, comme si ce collègue s'était dit que c'était le genre d'œuvre marginale qui, par défaut, pouvait convenir à ce genre d'élèves. Bon, les années suivantes, les élèves interrogés et les prestations de ces élèves sur ces œuvres décalées ont été tout à fait représentatives de leurs résultats habituels. C'était plus encourageant. Ce sont les créations vidéopoétiques des élèves eux-mêmes qui sont les plus convaincantes et les plus spectaculaires des pratiques pédagogiques autour de ce genre littéraire. Marie-Laure Rossi, professeure dans l'Académie de Créteil et formatrice, a travaillé la lecture des textes de Rabelais avec des classes de première technologique en s'inspirant des modèles de vidéos de François Bon et spécialement sa série 30 fois Rabelais. Ils ont réalisé des vidéos s'en inspirant. Jean-Michel Lebeau, avec son blog Ivoire, a incité ses élèves à créer des vidéos-poèmes comme Clara, qui a créé un vidéo-poème très conceptuel et réussi sur le modèle de LLL de Laura Vasquez. Elle prononce un mot par jour et le montage crée un poème. L'an dernier, j'ai commencé par faire découvrir à mes élèves de première plusieurs auteurs de vidéo-poésie. Je vais détailler un petit peu cette démarche. Nous avons cherché à repérer les effets les plus intéressants de ces œuvres pour que les élèves puissent s'en saisir ensuite comme outil d'écriture poétique multimédia. Alors, j'avais choisi pour cela 3 séries. Je t'aime comme de Mylène Tournier, Les heures miroirs d'Anne Matt et Les instantanés de Gracia Bejani. Les vidéos de Mylène Tournier mettent en scène des pérégrinations poétiques dans la ville qui deviennent gigantesques réserves de comparaison pour revisiter le motif de la déclaration amoureuse. Chaque épisode met en scène un élément urbain précis dont il accumule les images, du parking de supermarché au kebab, en passant par l'échangeur autoroutier ou la cabine d'ascenseur. Sa démarche est inspirée de Georges Perec, donc il s'agit de revisiter le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire. Les élèves relèvent des procédés qui structurent cette série, donc les prises de vue de la ville, qu'ils ne jugent pas toujours esthétiques au sens classique du terme, la mise en évidence de l'ordinaire, les anaphores bien sûr, l'absence de rime, pour eux c'est quelque chose qu'ils remarquent aussi assez vite, un phrasé assez neutre, une esthétique accumulative. Ensuite, on passait aux vidéos d'Anne Matt avec Les heures miroirs, donc davantage marquées par une mélancolie personnelle et un lien dans ces vidéos avec la ville, ses fantômes, les silhouettes des autres comme autant d'autres lui-même. Les élèves constatent que les images d'Anne Matt sont plus esthétiques et marquées par des états d'âme personnels, mais ils trouvent des points communs avec les vidéos précédentes de Mylène Tournier. La promenade dans la ville, l'idée d'y glaner des objets de rêverie décalés. Enfin, nous projetons des vidéos de Gracia Bejani, issues de sa série instantanée. Les élèves voient qu'il s'agit d'un format encore plus court, autour d'1 minute. Dans cette série, l'autrice tire de la vie quotidienne des propos entendus dans des lieux urbains divers, prononcés par des inconnus qui, en dehors de leur contexte et projetés sur des images décalées, ont soudain une image plus onirique ou existentielle. Les images de Gracia Bejani, comme celles d'Anne Matt, sont liées à l'exil, mais les 3 auteurs ont pour point commun de s'appuyer sur des images du quotidien pour construire leurs vidéo-poèmes. Nous discutons donc de ces points communs et on voit aussi notre parcours au programme de première, La boue et l'or. Qu'est-ce que ces vidéo-poèmes ont à voir avec cet objet d'étude du bac? Les élèves font la relation entre des réalités du quotidien a priori antipoétiques, comme les trajets sur la route du travail que l'on voit dans les vidéos d'Anne Matt, les boutiques populaires comme les kebabs dans les vidéos de Mylène Tournier, et leur transposition dans une œuvre poétique qui ne correspond pas au code du langage ordinaire.
Et donc, nous faisons une liste des idées que nous pouvons reprendre au choix pour écrire nos propres vidéos-poèmes. S'inspirer d'images du quotidien sous forme de photos ou de vidéos, suivre une sorte de déambulation, prendre au choix un temps neutre ou plus personnel, utiliser ou non une musique, utiliser ou pas des phrases entendues dans la vie, trouver des tournures de phrases assorties à certaines images, utiliser ou pas une anaphore pour structurer le poème, éviter les rimes. Les élèves, dans la dernière partie de la séance, font une première esquisse de leur projet en sélectionnant les idées qui leur ont plu davantage, éventuellement en commençant à écrire certaines phrases de leur propre vidéo-poème. Donc ensuite, ils ont pris du temps pour le réaliser. Ils pouvaient utiliser au choix un logiciel de diaporama, une vidéo, un logiciel de montage. Et ils se sont avérés assez doués pour ces montages et très, très heureux du travail fourni. C'est un très beau vidéo-poème